Bah, écoute, bienvenue dans la boîte à questions. C'est un plaisir, de t'avoir, comme invité, aujourd'hui. Donc, l'objectif, de ce podcast aujourd'hui, c'est que tu nous racontes un petit peu, ben, ce que tu fais, ton parcours, bah, que enfin, désolée, on reprend. Du coup, enfin, que tu nous parles de ton parcours et puis voilà, j'aurais quelques questions, pour toi à te poser. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Thomas Parézo. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans l'écosystème du milieu de Salesforce. Voilà, je travaille en tant qu'architecte et tech lead. Et voilà, j'ai un parcours, je sais pas, peut-être un peu atypique. Au début, j'étais un électronicien en génie électrique. En alternance avec un DUT Mmh. et me voilà maintenant plutôt tech lead dans les entreprises où je passe pour le CRM. D'accord. C'est un grand changement, du coup, qu'est-ce qui t'a amené, sur le monde, Salesforce? Au début, je devais aller dans l'électricité, pour être honnête. J'avais été accepté dans Mmh une mh. école d'ingénieur en électricité, j'avais pas trouvé d'alternance. Mmh. Donc pour ma troisième année, j'ai bifurqué rapidement dans une école d'informatique à Paris. Et Ouais, à ce moment-là, il fallait que je trouve une alternance. Et l'alternance que d'accord. j'ai trouvée, je venais d'un monde où j'avais fait un peu de Java à l'époque. Et j'ai eu de la chance, je tombais sur une société après un paquet de CV envoyés qui m'a laissé l'opportunité pour faire du Salesforce. Moi, je me souviens, Mmh. c'était ma troisième année. Et on m'a dit, Salesforce, je sais pas si tu connais. Pas du tout, mais j'avais fait du Java, donc ça ressemblait un peu à l'Apex. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en tant que Salesforce Guys. D'accord, bah, c'est super intéressant. Après ça reprend pas mal de points en ce moment. Enfin, on sait tous que les étudiants en France ont de grandes difficultés, du coup, à trouver, des alternances. Enfin, c'est un gros point. Donc, ouais, c'est important de le mentionner, mais toi, ce qui fait ta force, c'est que tu as su rebondir. Tu t'es pas dit: «Bon, bah, je trouve pas l'alternance dans mon domaine, je m'arrête là». Tu t'es dit: «Bon, bah, voilà, je trouve pas là, on va voir s'il y a une autre porte qui s'ouvre». Luckily, l'autre porte s'est ouverte et tu es arrivé, du coup, dans l'écosystème Salesforce. Donc, est-ce que tu peux nous résumer brièvement ton alternance? Alternance, c'était dans une petite structure. Et c'est là où j'ai trouvé Ouais. ça génial parce que ça m'a permis de découvrir en fait le milieu client. On était quatre dans cette entreprise quand je suis arrivé. Mmh mh. Donc, et en plus, je venais remplacer une personne qui allait partir. Un développeur qui était déjà en poste, mais qui partait, je venais soutenir. Et du Mmh. coup, l'avantage d'une petite structure, c'est qu'on a un peu toutes les casquettes. Ça m'a permis, dès l'alternance, de pouvoir aller en rendez-vous client. Je sais que je me souviens Super. toujours, j'étais à Gennevilliers au début, Mmh et je me rappelle à 8h30, costumé et tout, devant le client, en train de parler Non, plutôt prise de besoin, ouais. tu vois. Donc, je trouve que c'est super l'alternance pour ça. C'est que si on se donne à fond, ça nous permet vraiment d'avoir un périmètre global. Donc, tu vois, j'avais déjà fait de la technique, un petit peu, mais je découvrais. Et tout ce milieu relationnel, en fait, j'avais déjà fait, parce que quand j'avais fait mon DUT, j'avais aussi fait de l'alternance, mais dans un bureau de contrôle en électricité. Mmh mh. Donc j'avais l'habitude quand même de parler avec différents clients. Ça m'arrivait d'aller contrôler des sites un peu chaque jour. Donc j'avais déjà Mmh. ce truc-là, mais j'avais pas encore la notion prise de besoin. Tu vois, pouvoir exprimer, D'accord. faire le lien entre la technique d'un outil et ce que l'outil va apporter au client. Ça, l'alternance, ça a été vraiment un véritable tremplin, parce que j'ai eu cette chance-là de découvrir ça avec le gérant de cette société. Mmh. Donc c'est bien, tu as su, enfin, dès le départ, mettre, vraiment la customer experience dès le départ, comprendre bien les besoins, et pas être, enfin, rationaliser les besoins, techniques, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est Et vraiment pas aussi, mal. il nous a laissé une chance pendant cette alternance, c'est les premières certifications. C'est Salesforce maintenant après de plus de 20 ans. Mmh mh. Et je sais qu'on a pu passer les premières certifications qui n'existent même plus aujourd'hui. Et moi, je m'étais vraiment donné à fond à cette époque-là pour les obtenir. Et ça m'a permis vraiment, c'était une grande aide dès le début. Ouais, du coup, ça t'a vraiment, entre guillemets, «mis les fondations» dès le départ en tant que consultant et du coup, c'est ça aujourd'hui, j'imagine, qui fait un petit peu ta force? C'est ça. C'est ça, là, depuis le temps, exactement. OK, et si tu vois, si tu fais la différence, par exemple, entre, bah, le Thomas, Parisot, du coup, quand il est arrivé en alternance et maintenant, qu'est-ce que tu as gardé? De quoi tu t'es séparé? Bien entendu, maintenant tu as le bagage, technique et on va dire, l'expérience, projet, mais qu'est-ce que tu as gardé, du coup, de cette expérience, en alternance? Alternance, j'ai gardé la motivation, le côté indépendant, Mmh mh. freelance, ça vient de là aussi. Mmh.
C'est ça que j'ai le plus gardé. J'ai pas beaucoup rejeté, hein, parce que j'ai gardé j'ai quand même passé des certifications chaque Ouais, année depuis ces 12 ans. Là, j'en ai une vingtaine justement parce que d'accord, petit à petit, j'en ai passé. Qu'est-ce que je garderais de cette alternance d'autres? Que le client, la satisfaction client est extrêmement importante pour une structure. C'est même le plus mmh, important parce que j'ai voulu monter ma société. Bah, en fait, aussi l'avantage que j'ai eu, c'est que, j'ai été auto-entrepreneur. Je crois que c'est un statut qui n'existe plus maintenant, qui est micro-entreprise et micro-entreprise, oui. en fait, lors de l'alternance, j'ai tout de suite surfé un peu sur cette vague. C'est-à-dire que malgré l'alternance, j'arrivais à trouver d'autres clients qui avaient des besoins Salesforce et qui m'ont permis d'être D'accord, fait en parallèle. Donc c'est pour ça que j'ai commencé tout ce qui est freelance il y a vraiment des années maintenant, parce qu'il y a eu cette opportunité-là, de pouvoir paralléliser des projets. d'accord. Et OK, OK. donc, Et donc, si je reprends, pour revenir un petit peu, si on rétropédale un peu, au niveau des étapes de ta progression, tu vois, dans tes, 10 dernières, enfin 10 dernières, années, du coup, quelles ont été les étapes clés vraiment de ta progression? je dirais la formation. Les étapes Ouais. clés pour être un bon dev, ce qu'on veut, architecte. Plutôt dev Mmh. architecte, c'est vraiment la formation. Il faut monter en compétences, il faut rester bon sur l'outil, il faut faire de la veille, voilà. Ouais. Et sur le côté tech lead, je dirais que très important, c'est le networking et après les étapes. Parce que le tech lead que j'ai été il y a 8 ans quand j'ai commencé à ce poste-là n'est pas le même que je suis aujourd'hui. Il y a une prise de recul qui se fait avec le temps, la façon qu'on s'adresse aux personnes, la façon dont on va gérer les difficultés qu'on peut avoir en projet, les deadlines qui peuvent être plus centrés. Tout ça, l'expérience fait que le côté tech lead vient vraiment avec l'expérience. Celui-ci, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément dans les livres. On va avoir les Ouais. bases, mais ça va être sur le terrain qu'on va pouvoir maîtriser l'humain. Donc c'est vraiment ton positionnement et du coup, encore une fois, c'est rigolo parce que la majorité des consultants ont vraiment le même, feedback, c'est-à-dire que l'humain reste au centre de tout. C'est toujours l'humain qui fait la différence. Donc encore une fois, on a encore une personne aujourd'hui qui le mentionne. Donc c'est important, que les consultants qui nous regardent, prennent ça en compte et aussi les clients parce que je pense que c'est enfin, ce conseil, ce tips, on l'aura sur toutes les vidéos et aussi toi de ton côté, si tu dis, enfin qu'est-ce qui t'a fait, enfin, qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui t'a fait prendre entre guillemets, pas mal de recul? À part, ça va être les projets bien entendu, mais il y a forcément, il y a eu un déclic dans ta carrière qui a fait que, bah, tu t'es dit: «Ben, là, il faut absolument que je continue sur cette lancée, c'est ça qui va me faire permettre de garder le large», non? Dans la carrière Salesforce ou la carrière freelance? Salesforce, en général. Salesforce. Alors Salesforce au début, c'était vraiment pour être franc, au tout début, hein, de Salesforce, j'avais pas aimé du tout. Les 2-3 premiers mois, mais en adoption, je m'en voulais pas parce qu'il y avait une notion de propriétaire. Tu vois? Moi, je venais d'un monde où on voulait développer un peu c'était le début des applications mobiles, le début de tout ça Mmh. et je m'étais dit: «On peut faire ce qu'on veut» et quand on arrive dans Salesforce, on est très cloisonné au CRM. Surtout il y a 10 ans, c'est pas comme si on allait faire des applis mobiles, donc Ouais, au début, j'ai eu du mal et en fait, après, j'ai vu en fait le potentiel. Moi, ce que j'aime bien, j'adore la satisfaction des clients. Tu vois, c'est quelque chose que je mets un point important à essayer de faire un travail de qualité, dont la satisfaction, je suis sûr quand je livre, la personne qui va l'utiliser va être bien. Et en fait, tout cet apport là aujourd'hui, c'est le CRM. Tu vois, je me suis dit ah c'est génial parce il y a un socle qui est déjà fait. Il y a une base parce qu'on ne gère pas l'infrastructure. Il y ouais, a énormément et on peut directement se focus sur le besoin du client. On peut vraiment aller répondre aux besoins métiers, on peut vraiment se focus sur la partie business. Et donc, si on part du principe qu'un CRM est là pour faire de l'acquisition de leads, faire de l'acquisition de clients, donc du ouais. coup, c'est vraiment, si on aime bien, ça permet vraiment de développer des compétences qui sont plutôt, on peut pas commerciales, je dirais, mais le retour sur l'investissement qui a été fait avec l'outil. On peut Ça rapidement le marche. percevoir. C'est marrant que tu mentionnes ça parce que moi, je dis souvent, avant qu'un consultant technique passe son entretien, je parle toujours de, entre guillemets, «du projet», la problématique et le résultat et je dis: «Si tu arrives, entre guillemets, à comprendre le projet, à répondre à une problématique et entre guillemets, garantir un résultat de par tes compétences, tu as 95 de chances d'avoir la mission donc ouais, non, non, je pense qu'effectivement tu as la bonne manière de voir les choses. Après c'est dû forcément à ton expérience et puis au recul aussi que tu as sur la solution. Enfin, j'imagine quand tu étais alternant, alors oui, l'objectif était de satisfaire le client, mais tu avais pas assez de recul pour proposer autant de solutions qu'aujourd'hui.
Exactement et puis, en fait, c'est les défis. Je me souviens, une de mes pires expériences, c'était quand j'étais en alternance où j'avais vendu, je sais plus, 2 jours de tableaux de bord que j'avais trouvé un Ouais. client pour vendre des tableaux de bord et je me rappellerai toujours, à cette époque-là, on n'était pas à une époque du remote, ah là là, donc je m'étais déplacé à Ouais. Paris, donc toujours habillé avec mon petit costume et je me suis retrouvé dans une pièce, tout seul, avec 6 personnes qui m'entouraient et qui m'ont bazardé de questions, sur lequel j'avais quelques notions de rapport et de dashboard, tu vois? Mais je sais que ces Mmh. 2 jours-là, c'est les pires jours que j'ai vendus à perte. J'ai passé peut-être 10 jours pour répondre aux premiers besoins de ce client parce Mmh. que je j'avais pas mesuré l'étendue de tout ce qu'ils attendaient sur leur tableau de bord. Et donc ça, c'est l'expérience qui fait qu'après tu te dis: «Ah mais attention, je peaufine mon chiffrage, attention, je fais plus attention à ce que je vends» et déjà, je Mmh. fais très attention sur la compréhension du besoin client. Tu vois? Je m'engage Ouais. maintenant, ça me dérange pas de faire 2, 4 heures de réunion s'il faut avant, pour un Ouais. besoin, pour vraiment que ce Pour soit bien très comprendre. clair et bien Ouais. comprendre, faire des allers-retours. Ça, je néglige vraiment pas Ouais. cette partie. Ouais. Après, c'est vrai que, bah, il y a plusieurs types de freelance. Après, l'objectif, généralement, c'est d'un point de vue pécunier, mais c'est vrai qu'il y en a, ils se focus uniquement sur le point de vue pécunier, ils oublient, bah, la valeur ajoutée en tant que consultant, bah, il y a un devoir de conseil, donc tu veux pas avoir, entre guillemets, «le gain» et sans fournir le service, ça va pas fonctionner et puis à terme, ta réputation, elle va être éclatée, hein, ça va pas fonctionner du tout. Ça va pas fonctionner du tout. Donc, pour passer, du coup, à ton choix d'être freelance, parce qu'au final, c'est un choix qui a été, quasiment, fait dès le début de ta carrière. Tu peux nous raconter comment tu as commencé et cetera? Ah, les plateformes de freelance, il n'y en avait pas beaucoup en 2015. Oui, Il y avait très peu de totalement. plateformes de freelance et pour du Ouais, Salesforce, des consultants, je pense qu'à Paris, j'ai pas les stats, mais il devait y avoir quoi? Une centaine de consultants, peut-être, qui ouais. connaissaient Salesforce et qui étaient techniques en plus. C'est ça. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé Salesforce du coup en 2016 et à l'époque, ben c'est ça, il y avait allez, je dirais une petite quinzaine de consultants et dès qu'on avait un consultant, on était certain qu'on allait lui trouver un projet en fait parce qu'il y avait tellement de la demande, des besoins concrets clients. Donc, tu arrivé au bon moment, tu as saisi C'est ça. l'occasion. Exactement, c'est exactement ça. C'est que j'ai saisi, j'ai eu cette micro-entreprise là, et qui m'a permis de paralyser mes premiers projets. Mhm. Et rapidement, en fait, c'est comme ça que je me suis dit: «Mais je veux continuer» parce que j'ai toujours travaillé, souvent pour un client qui a un besoin. Mais en fait, il y a toujours, déjà, je travaillais beaucoup aussi, il faut dire, quand j'étais en alternance. J'étais à Paris dans un petit 18 m² et tu vois, je travaillais mes soirs, mes week-ends étaient un peu consacrés à travailler, monter en compétences. Donc du coup, j'avais beaucoup de temps où je bossais par semaine. Ce qui me permettait, en fait, d'enchaîner plusieurs projets avec les Mhm. livraisons et tout ça et donc toujours me tenir à jour pour essayer de coder le plus vite possible. Et donc petit à D'accord. petit, j'ai décidé de continuer. Et à un moment donné, j'ai voulu un peu augmenter, mais je sais pas si on en parle tout de suite ou un peu après, c'est de passer sous un format agence. Et ça, c'est là où les choses Je t'en prie. changent. Vas-y. C'est là où les choses changent. C'est que j'étais tout seul en 2015-2016, j'ai commencé, et en 2020, j'ai eu le déclic de fonder ma société, donc une vraie structure. J'ai fait du portage salarial, donc j'ai fait un peu toutes les étapes, ce qu'on peut faire d'un Ouais, ouais. consultant freelance, hein. Est-ce que tu as rencontré un petit peu des peurs, des blocages, à ce moment-là ou vraiment, pas du tout, tu t'es plus dit, «Let's go, j'y vais, et on verra. De toute façon, j'ai des opportunités depuis un bon moment, donc je me fais confiance»? Ah, c'était plus simple, j'avais vraiment d'opportunités avec Salesforce. Mmh. J'avais pas mal de certifications déjà, j'avais une bonne connaissance, sur Ouais, Salesforce, donc je me suis dit: «Non, il faut que j'y aille». Je sais que le problème du CDI aujourd'hui, c'est qu'on est très lié avec un seul client, ce qui est un peu normal, hein. On ouais. a un seul client quand on est en CDI. Quand on est en boîte de portage, c'est un peu la même chose, on est un peu lié. L'avantage, c'est qu'on a une petite gestion de sa comment dire? De sa rémunération qui est un peu différente. Oui, certainement. Mais bon, si on ne travaille pas, il y a pas de congé, il y a pas tout ça, on c'est quand même un peu plus comme du freelance. Et il y a la prochaine étape, c'est on ouvre sa structure, ce qui nous permet vraiment d'optimiser sa trésorerie, sa rémunération. Et moi, j'avais une volonté de faire une autre étape qui était de monter un peu une agence. Concrètement, j'avais un plan. C'était quand OK. Salesforce était toujours dans l'âge de gloire. C'était de pouvoir recruter des alternants, essayer de les monter vraiment en compétences. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de placer quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, tout ça, non, moi j'avais une personne que j'aurais recrutée en bac+4, bac+5, formée pendant un an ou deux, et Mmh. essayer de voir si je peux lui trouver une mission. Manque de bol, sur la partie commerciale, je me suis aperçu, c'est là où j'ai appris. C'est un peu un échec de l'agence, mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre ce que je ne veux pas. C'est que placer quelqu'un en mission, toi tu es la mieux placée pour le savoir, c'est Oui. pas simple du tout.
Il faut et avoir un non. relationnel networking, oui. Exactement, c'est pas simple du tout bon, pour mes collègues, recruteurs, c'est quelque chose qu'ils vont comprendre, mais c'est vrai que les consultants, parfois, ont du mal à reconnaître notre valeur, en fait. Donc, si on trouve une mission à un consultant, il y a la relation avec le client, généralement, bah, des informations, projet, tu es toujours en contact avec le client. Enfin, une mission, c'est peut-être, des heures et des mois, et des fois des années de travail. Enfin, une fois, moi, j'avais un client, bah, j'ai placé, bah, une dizaine de personnes chez ce client, mais j'ai fait du billet chez ce client pendant 6 ans. Pour te donner une idée, donc faut le vouloir. Il y a aussi, ben, la préparation entretien, le fait de retravailler les CV, la partie coaching aussi, la posture en tant que consultant. Il y a tous les tips, aussi qu'on donne. Donc oui, effectivement, enfin, c'est un métier et c'est pas un métier facile parce que des fois notre travail n'est pas très reconnu. Voilà. Bah, c'est ça que j'ai pas assez, moi, valorisé dans l'idée d'agence Mmh et mh. qu'en fait, je voulais trop rester technique, ce qui me plaît, hein. On en reviendra après, mais je suis même, co-leader du développeur groupe, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui Mmh, mmh, même mmh, mmh. aujourd'hui, j'adore encore l'aspect technique et c'est là où je me suis un peu manqué sur cette agence. Il faut la casquette commerciale, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Voire même si quelqu'un je conseillerais quelqu'un qui veut lancer une agence, doit avoir un super bon carnet d'adresses. Il doit Ouais. avoir un véritable réseau avant de se lancer pour une Du coup, agence. toi, ça serait quoi tes conseils, pour se lancer avant, bah, soit d'être freelance ou encore, ayant l'idée d'avoir, une petite ESN? Pour être freelance, ce que je conseillerais, c'est d'avoir quand même un petit matelas de sécurité qui dit que pendant Mmh. un an, pendant entre 1 et 3 mois, on peut être sûr de Ouais, ne pas travailler parce qu'on peut être en intercontrat, voilà. Avant aussi de se lancer, je conseillerais d'avoir un CV assez béton. Par exemple, aujourd'hui, dans Salesforce, je me suis quand même rendu compte, même si les certifications aujourd'hui sont un peu peut-être survalorisées, mais au bout d'un moment, si vous passez celle d'architecte, vous allez devoir réviser pour les avoir. On est obligé d'apprendre quelqu'un qui a passé toutes ces certifications d'architecte, que ce soit système ou application, ouais. a dû réviser. C'est quand même des heures de révision. Pour les avoir faites, je sais que c'est vraiment des week-ends où on révise. Donc, je conseille d'avoir un bon CV, un petit matelas au cas où, et surtout d'essayer d'avoir une vision d'une mission avant de se lancer. Et ensuite, il faut se OK, lancer. Parce que le coût d'une entreprise, même créer sa structure, tout ça, c'est négligé. C'est négligeable. C'est vraiment, faut y aller. OK. OK, OK, C'est ça marche. négligeable. Ouais. Dans tous les cas, oui, je te rejoins pas mal. Après moi, je suis pas certaine sur le, matelas financier parce que des fois, il y a des opportunités et enfin, tu es juste obligé de dire oui, même si tu pas de matelas financier, tu vois? Des fois, je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a pas nécessairement besoin, d'avoir un matelas financier pour faire quoi que ce soit. Bon après, faut pas finir sous les ponts, c'est pas l'objectif, mais après, ça dépend des circonstances. Si on a une famille, bien entendu, il faut avoir un matelas financier. Si on est tout seul, je pense qu'on est OK Oui, pour prendre le risque. tout seul, je suis d'accord avec toi. Faut y aller. Faut y aller. Mmh, Là-dessus, mmh, c'est sûr. Et on n'a rien à perdre parce qu'en fait, même la marche arrière se fait. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que même si on monte une structure, on peut toujours faire une cessation d'activité, on peut faire marche arrière. Au pire, c'est du ouais, temps, voilà. Après, l'autre chose importante aussi, c'est bien de se faire accompagner. Moi, je sais que j'ai un cabinet de comptabilité qui me suit depuis le début. Euh, il me donne énormément de conseils. Tu vois, je ouais, cherche pas à réinventer la roue. Dès que j'ai une question, je la pose directement chez eux. Et après aussi, peut-être un peu de structuration. Il faut quelqu'un qui lance sa structure, à la différence d'une boîte de portage, il faut être un peu structuré. Il faut quand ouais. même, c'est toujours toute bête, le CRA, les factures, faut être ordonné un minimum. Bah, oui, parce que sans CRA, on n'est pas payé, donc il y a plein de petits détails, Exactement. à prendre en compte et puis il faut avoir enfin, faut être vraiment, pas cadré, mais enfin, faut savoir où on va, où est le problème, où peut être la problématique et cetera. Donc effectivement, c'est important, même d'un point de vue fiscalité en France, enfin, il y a pas mal de choses à comprendre et à prendre, en compte du coup. Et du coup, enfin, pour Pour rebondir revenir un juste à petit peu, l'agence, attends, je vais juste revenir pour je t'en prie. l'agence, si j'ai un conseil aussi à donner, c'est peut-être pas se lancer tout seul. Tu vas se lancer avec une casquette qui est la différente de la sienne. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai la casquette vraiment technique. Et Mmh. peut-être s'il y avait vraiment quelqu'un de commercial, si on était parti vraiment commercialement avec une autre personne, ça aurait peut-être pu aider, tu vois.
C'est peut-être ça, Totalement. aujourd'hui, Ouais, je ça pense va être que un peu oui, moins. ça peut aider. Après, il y a des très, très bons consultants techniques qui ont justement réussi à faire ça. Ça dépend, je pense que c'est au cas par cas. Je pense que c'est au cas par cas, ça dépend du niveau, d'adaptabilité, on va dire, des personnes, quoi. Donc ouais, oui, je pense que c'est pas mal. En tout cas, ça pourra garantir on va dire, ouais, un résultat plus rapide, je dirais, si on a une personne sales et une personne un peu plus, technique. Donc ouais. Et du coup, tu passé de l'alternant, consultant salarié, ensuite, freelance, ensuite sur la partie tu essayes de créer ta société. Est-ce que ça t'a créé pas mal de, comment tu gérais du coup ces périodes de doute ou d'instabilité? Est-ce que Parce que je pense que c'est important aussi parce que généralement, on vend tous un petit peu, du succès et cetera, mais il y a des moments où c'est difficile. Quand tu es en intercontrat, pendant 2 ou 3 mois, ça peut être compliqué donc, dis-nous. C'est des doutes, il y a des moments où tu dors pas très bien. Je dois être franc, Mmh. quand tu recrutes quelqu'un en CDI la première fois, tu ne sais pas du tout les démarches à faire. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc au début, tu as quand même des doutes, mais il faut foncer. Tu vois, moi, je me suis toujours dit: «Je fonce, je tente». Et donc c'est ça, en fait, l'état d'esprit, c'est de se dire que, on n'a rien à perdre. Ma dernière expérience où c'est un échec et en même temps de l'apprentissage, c'est qu'en fait, à tout échec, il y a de l'apprentissage. Tu vois, l'alternance, j'en ai eu un autre que j'ai voulu prendre, que j'ai jamais réussi à placer, que j'ai pas Mmh mh. réussi à faire travailler sur des missions annexes. Et du coup, côté échec, il y a cette perte de salaire, pour le coup, Ouais. forcément, parce que tu dois verser un salaire. Mmh mh. Et donc, tu n'as pas forcément d'entrée d'argent. Donc, tu as cet échec-là, moi, que j'ai connu. L'autre côté, c'est de l'apprentissage. Il faut se dire que recruter une personne, mettre tout un business plan, en fait, en place, les outils pour que l'on collabore, pouvoir faire même Mmh. des déj ensemble pour qu'on puisse échanger, et aussi mettre une structure. Est-ce que vous prenez un local pour travailler? Est-ce qu'on fait en remote? Ouais. Comment on Mmh mh. échange? Voilà. Toutes ces structures-là aussi, bah, c'est OK, important, je trouve. C'est vraiment important. Il n'y a pas ça marche. vraiment d'échec aujourd'hui. On peut pas appeler ça d'échec. C'est de l'expérience. Totalement et il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience du coup Oui, sur le marché. c'est Pas toi, hein, pas toi, pas toi. OK. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler ou d'aborder certaines situations? Est-ce qu'aujourd'hui tu reprendrais quelqu'un et tu essaierais de le former ou maintenant tu es passé à autre chose? Ben, aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Je vais me focaliser sur un aspect technique. Après, j'ai aussi, ma vie de famille qui a changé. J'ai des enfants en Mmh mh. bas âge que je n'avais pas à l'époque, donc forcément, je recadre un peu ma vision. Maintenant, je pense vraiment me tourner sur un aspect plutôt technique, rester D'accord, vraiment technique. Et si un jour j'ai une volonté de refaire un projet ou de monter quelque chose, je me tournerai plus sur des freelances. Je pense que d'accord. je préférerais avoir une relation avec, plusieurs freelances pour essayer de monter le projet et pas Ouais. forcément essayer de recruter en interne. OK. OK, OK. Oui, bah, dans tous les cas, je pense que c'est le début, enfin, ça peut commencer en justement, en introduisant dans un dispositif, des freelances et puis si ça fonctionne bien et que le partenariat, on va dire, est positif, à ce moment-là, peut-être justement, mettre cette personne en tant que sales et toi rester en tant que technique et vice versa, quoi et avoir un pilier de projet, quoi. Mais c'est intéressant et du coup, tu es un membre actif également, de la communauté donc Oui, là, ça va oui, faire 3 ans maintenant. 3 ans ouais. que je suis co-leader du Developer Group. Donc, c'est l'organisme de Salesforce, les Trailblazer Community Group, où on Mmh mh. essaye d'organiser des événements. Bon, voilà. Dans notre meilleur délai, je crois qu'on a dû faire 11 Mmh. événements en Ouais. 2024. Et sinon, on tourne autour des 10 événements dans l'année. On essaie d'en faire un par mois. Donc, c'est toujours un Mmh. petit événement où on a un aspect technique qu'on présente. Là, le Ouais mois prochain, c'est moi le présentateur, justement. Donc, et je est-ce fais qu'on peut ma savoir petite ce que pub tu le vas 16. présenter du coup ou pas? Les outils IA avec le quotidien des développeurs. C'est représenter mon workflow aujourd'hui de comment, si j'ai un nouveau projet qui arrive, qu'est-ce que je fais concrètement avec l'IA? Parce qu'aujourd'hui, l'IA est encore un peu vague, tout le monde en entend parler, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment au quotidien dans tous ses aspects et en quoi ça nous fait gagner du temps? Et surtout pour un développeur Salesforce. Tu vois, je me rappelle encore il y a quelques années quand on devait écrire du code, ça pouvait nous prendre une semaine, quelque chose qui aujourd'hui en 1 heure peut être réalisé. Mmh. Donc l'IA est vraiment un outil, c'est une boîte noire. Donc attention, il faut toujours surveiller ce qui est fait pour le moment, hein. Et encore ça risque Mmh de mh. changer dans les années à venir. Mais ça nous fait gagner un véritable gain de temps. Et c'est ça que là, que je présente au prochain meet-up. Et des fois, en plus, on essaie d'avoir la chance d'avoir des super invités qui viennent nous rejoindre en plus pour faire certaines présentations. Et donc, c'est D'accord, l'occasion, en plus, après, d'échanger autour d'un verre tous ensemble et de pouvoir échanger, connaître des personnes. Moi, je conseillerais beaucoup aux juniors, un junior, quelqu'un qui cherche de venir assister à ces meet-up. C'est vraiment un bon moment d'accord. Tout le monde peut d'échange. y assister du coup? Tout le monde peut venir. C'est vraiment ouvert. Il faut juste s'inscrire avant sur le site.
Mmh. Trailblazer Community Group, et tout le monde peut venir. C'est vraiment ouvert à toute D'accord, personne. ça marche. Ouais, non, c'est intéressant. D'ailleurs, quand je publierai la vidéo, du coup, je partagerai le lien pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Du coup, pour toi, pourquoi c'est important de t'impliquer autant, dans les communautés? J'adore ça. J'ai eu la chance, en fait, avec mon co-leader qui m'a proposé il y a 3 ans. Moi, je le connais depuis presque 10 ans. C'est pour ça, quand j'étais en alternance, les meet-up existaient déjà. OK, Lui, ça fait 10 ans qu'il a fondé le développeur c'est groupe. beau, ouais. OK, Ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il a fêté, et j'allais en meet-up déjà pour assister. Je me souviens, il y a peut-être 9 ans, j'ai eu la chance, j'avais travaillé sur un outil quand on était encore en Aura, ou donc les premières technologies Salesforce, et cet outil, je l'avais vraiment bien poussé tellement que le jour d'une présentation, j'avais pu prendre la parole pour présenter mon outil. Et donc, tu ah, vois, trop j'étais pas bien. encore en lien. Et Ouais, puis c'était c'est génial, je bien, m'étais. ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, même, si tu es jeune et cetera et si tu as une vision différente ou quelque chose à apporter, ben, on te donne la parole, donc ça, c'est rare. Porte est ouverte. Si tu préfères l'avantage des Trailblazers, quiconque qui a envie de présenter un sujet peut nous envoyer un mail ou même nous demander directement sur LinkedIn, et présenter son sujet. Franchement, la porte est ouverte. On a eu des juniors, on a eu tout le monde qui présente. Et du coup, donc, ce co-leader que j'ai connu il y a presque 10 ans, je le voyais beaucoup, on faisait des meet-up. Et il y a 3 ans, son co-leader précédent a voulu arrêter. Donc il m'a proposé, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint cette aventure-là. Et en fait, l'avantage des meet-up, j'ai toujours eu ce truc-là de, à la fin d'un meet-up vraiment technique, quand on sort de là, le lendemain, on a toujours plein d'espoir. On a toujours une volonté de faire plein de choses parce que ça arrive de voir des sujets très techniques et on se dit, mais le lendemain, je veux appliquer tout ça. Et en fait, le fait de Ouais. garder ce flow permet de Ça garder une permet certaine de motivation. garder ouais, ça permet de garder une motivation constante Mm. et puis d'avoir une sorte d'énergie, en fait, justement, quand tu sors du meet-up ou des recommandations aussi techniques parce que l'entraide Exactement. est présente. Enfin, tu sais que tu peux appeler X ou Y que tu as rencontré au meet-up, qui a abordé tel sujet et lui dire, «Qu'est-ce que tu penses, de ça?» et cetera. Donc ça, c'est pas mal et du coup, qu'est-ce que toi, de ton côté, qu'est-ce que on parle de ce que tu donnes, de ce que tu entre guillemets, «ce que tu apportes comme valeur», du coup, en étant co-leader, mais qu'est-ce que toi, ça t'apporte en tant que réseau, vision, à part cette motivation? Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup? Transparent sur l'aspect mission, ça ne m'a rien apporté. Je suis resté très longtemps dans ma mission. J'ai pas forcément cherché, mais qui ne Mmh. cherche pas ne trouve pas forcément non plus. Moi, ça m'a apporté un peu Totalement. de réseau, voilà, que j'ai pu connaître. Donc c'est bien parce que quand je les recroise à différents événements Salesforce, ça me permet d'avoir une certaine vision. Ça me permet aussi j'ai pu avoir la chance d'être speaker aussi à, par exemple, Casablanca, où j'ai pu aller faire un talk aussi pour d'autres Derimin, justement. Et on revoit souvent les mêmes têtes. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir un certain relationnel. Mmh. Mais concrètement, après, c'est plutôt vraiment passer un bon moment. Je ne cherche pas vraiment autre chose, c'est connaître un Ouais. aspect technique et à passer un très bon moment, et voilà. Et à chaque fois, c'est toujours un moment agréable. Mais c'est vrai que côté business, ça m'a pas forcément apporté, côté commercial, pas du tout. Non, c'est vraiment l'aspect technique qu'on est focalisé. Mmh. Même mon co-leader est très technique aussi. Ouais. Après, je pense que parce que déjà le fait de participer, étant donné que tout le monde savait, entre guillemets, que tu étais en mission, personne va t'appeler pour une mission. Donc voilà. Mais par contre, si tu prospectes, hein, s'ils savent que tu es disponible, ils vont potentiellement te contacter et puis il y a un gage de confiance étant donné que tu fais partie de la communauté, tu vois? Je pense que c'est plus ça et après ce réseau, faut l'entretenir. Voir une personne une fois par mois, des fois c'est pas suffisant. Faut prendre le temps, essayer d'apprendre à connaître les personnes, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu vois, comment tu peux l'assister sur telle mission, etc. Tu vois, ça dépend. En tout cas, nous, en tant que recruteurs, enfin, c'est ce qu'on fait de manière constante et parfois même sans le vouloir, c'est devenu naturel en fait. Mais ouais, je pense que c'est ça, juste entretenir ce réseau de manière constante, appeler, aller boire des verres, tu vois, ça c'est, je pense que c'est ce qui crée les opportunités au final et les bonnes opportunités parce que la confiance est déjà là. C'est ça. Tu vois, si je devais travailler sur quelque chose, c'est sur ce que tu viens de dire. C'est ça qu'aujourd'hui, je ne fais pas forcément. C'est ça que je devrais développer, c'est cette partie relationnelle. C'est Ouais. très important. Non, franchement, c'est ce qui fait tout et surtout quand on est freelance, je pense que ça doit faire, allez, 10 du temps, il doit être consacré à ça, tu vois? Pas de la prospection parce qu'au final, tu vas te lier d'amitié de manière naturelle avec certaines personnes, mais oui, comme ça, voilà, dès qu'il y a un besoin, on va appeler, le man, Thomas et puis c'est tout, tu vois? Donc voilà et pour revenir sur les meilleurs outils, d'intelligence artificielle, du moment, l'objectif, c'est vraiment, bah, que tu nous dises, ton day to day, de quoi tu te sers, comment tu les utilises et comment ça te fait gagner en efficacité?
OK. Moi, aujourd'hui, je pense que j'utilise vraiment quotidiennement trois outils, hein. J'ai Oui, l'outil pour prise de notes, donc voilà, Notion aujourd'hui. Notion, ouais, c'est vraiment, l'écosystème de quasiment tous mes outils, que ce soit prise de notes, gestion de projet. Donc je mmh, te parle pas en entreprise, hein, je te parle vraiment pour le cas personnel, dès que j'ai des idées, prise de oui, notes, j'ai les projets, les tâches, c'est vraiment Notion. J'utilise beaucoup aussi des outils, qui permettent de dicter. Aujourd'hui, on le taper sur son clavier, des fois, prend du temps vu qu'on ouais, passe nos journées à prompter et j'utilise beaucoup d'outils qui permettent directement avec, rapidement un raccourci clavier de pouvoir lancer et activer en fait directement pour que le texte, se mette depuis la voix. Ça, j'utilise ça mmh au quotidien aussi et bien sûr, comme beaucoup de gens aujourd'hui, des outils IA. Moi, j'utilise Claude aujourd'hui qui est, au cœur de absolument tout, tu vois? Un petit peu Salesforce, mais pas trop pour être franc. Je l'ai beaucoup testé au départ, tout ce qui était agent mh. Force Vibes. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très Claude Code. Comme beaucoup, je pense, tout ce qui est code, il est plutôt très bon. Il est très Mmh. bon pour les résultats attendus. Franchement, D'accord, voilà, ça, c'est un peu la stack utilisée aujourd'hui. OK, ça marche. Et je dirais en termes de parce que pour moi et je pense que ça va parler surtout au profil technique en termes d'efficacité, si tu comparais des tâches avant tes outils et maintenant en termes de temps, tu as gagné combien de temps? C'est énorme. Je peux pas le mesurer, j'ai envie de te dire 80%, 80% de temps gagné. Parce que j'ai C'est toujours énorme, l'aspect, ouais. ouais, c'est énorme. Par exemple, je te prends l'exemple d'un client. Un client que j'ai eu il y a pas si longtemps, qui veut faire des migrations de workflow. Ouais. Il y a le cadrage. Ça, le cadrage, aujourd'hui, j'arrive pas à l'accélérer plus que ça. On fait toujours la réunion prise de besoin, Bah, c'est donc long, c'est on de en l'humain encore discute, une voilà, fois, faut discuter et cetera donc tu peux pas voilà. forcément, Ça, tu en as pour, je sais pas, 1 heure ou 2 pour échanger, faire une proposition, voilà. Donc ça, on n'y peut rien. Par contre, là où avant, fallait analyser vraiment l'existant, donc là, même l'analyse de l'existant, l'IA va nous aider. Déjà là, tu divises par 2 ton temps et là où tu devais coder ou migrer des choses, bah, le code se fait automatiquement. Là où avant, on devait faire des copier-coller parce que même en gagnant du temps, hein, fallait copier-coller et adapter. Aujourd'hui, il s'adapte. Donc on relie, on fait attention aux best practices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le meilleur développeur, c'est plutôt l'architecte. Pourquoi? Parce qu'il va falloir savoir dès le départ euh, à quoi va ressembler ce que l'on va mettre en place. Alors qu'avant, on pouvait tâtonner plutôt en code, et puis on améliore au fur et à mesure. Là, c'est mmh. vraiment l'architecte parce que l'IA va nous générer tellement de code en très peu de temps que dès le début, il faut être clair sur ce qu'on veut. C'est ça le Ça piège marche aujourd'hui, c'est d'avoir dit et qui est pas propre. et du coup, j'ai posé la question que tout le monde se pose et est-ce que tu penses qu'in fine, les, missions de développeurs vont disparaître ou les bons développeurs vont rester? Vu à la vitesse où ça va, quand tu te dis qu'il y a 3 ans encore, on n'avait pas de chat GPT, et Oui, qu'aujourd'hui tout le monde a ce mot à la bouche. Moi, je doute fortement que le métier il va toujours en exister, hein, mais sur 100 postes aujourd'hui, je pense qu'il en restera peut-être 10, voire mmh, beaucoup moins dans 5 ans. Déjà, dans ouais. 3 ans, il va y avoir un gap, mais dans les 10 prochaines années, ça va être énorme. Ouais, non, je suis assez d'accord parce que même nous, en 10 ans, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça fait 10 ans que je fais ça et c'est vrai qu'en 10 ans, là, maintenant, sur des profils techniques, je suis vraiment que sur de la niche. Je suis pas sur des rôles, généralistes sur Salesforce. Je vais être sur du FSL, du CPQ, tu vois, des choses comme ça. Je vais pas être, tous sur des postes généralistes. Donc, je pense qu'effectivement, tu te trompes pas. Après pour moi, je pense pas que l'IA va tout, transformer, mais ça va révolutionner, enfin comme ça a révolutionné toi, ta manière, de travailler quoi. Donc, ouais, Je pense que moi, c'est c'est ton poste plus tard qui va être vraiment mis en avant parce que tu vois, ce relationnel que tu gardes aujourd'hui, je pense mmh. que ça va nous manquer à un moment donné. Ça va être Bah, quelque je chose, pense ouais, ça va nous manquer. mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais des plateformes. Au final, les plateformes, elles fonctionnent, oui. Les clients arrivent à trouver des profils, mais dans les faits, trouver un profil c'est pas que ça en fait, parce que tu peux trouver plein de personnes qui vont être en mesure de faire le job. Mais nous, par exemple, enfin, le cabinet pour lequel je bosse, bah, on est en mesure de matcher les personnalités. On est en mesure de comprendre bah, réellement le contexte du projet. Enfin, si j'ai un consultant qui n'a pas forcément les reins solides, je vais pas le mettre chez un client c'est qui a le feu, tu vois, par exemple. Donc, c'est tout ce que les plateformes et du coup l'intelligence artificielle sont pas en mesure enfin, de procurer, quoi. Donc, ouais, pense que oui. Après, on fera un petit peu moins de titres aussi, hein. Mais ouais, mais ouais.
ça change et pour rebondir du coup, toi de ton côté, quelle est ta vision, du marché? Très tendu. Là, Ouais. peut-être, ça repart un petit peu depuis début 2026, mais je le trouve quand même très tendu. On a eu l'heure de gloire. Comme je t'ai dit au début, Mmh. 2015, c'était vraiment l'heure de gloire. Là, il n'y avait pas de consultants. Donc, c'était à l'inverse, il y avait Mmh. beaucoup de clients. On a eu ensuite, après le Covid, pendant le Covid. Moi, je sais que je me suis lancé pendant le Covid parce que j'avais lancé toutes les démarches. Et le jour où on a été en confinement, alors là, ça a Ouais, été une de mes craintes, mais au final, tout s'est plutôt bien passé parce qu'il y a eu beaucoup de demandes à cette période-là. ouais, Et après, depuis, par contre, là, depuis, je sais pas, je trouve 2022, 2023, on commence à avoir une descente parce que déjà, le nombre de consultants explose sur le marché. totalement, C'est plus du tout la totalement. même chose. Ouais, Et les offres aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et je vois que chaque entreprise aujourd'hui, même si l'IA ne remplace pas pour l'instant, chaque entreprise aussi veut que l'IA code ou des choses comme ça. Tu vois, c'est totalement. vraiment mis en avant aujourd'hui. Bah, la majorité des clients, ils ont tous, des initiatives, sur l'intelligence artificielle, mais bon après la majorité, bah, je pense qu'on en a déjà discuté, enfin ils sont pas prêts en fait, bah, pour pas mal de raisons, d'un point de vue data, d'un point de vue, bah, ils sont pas très digitalisés. Des fois pour la plupart, ils ont pas cette, comment on appelle ça? Cette logique, digitale, donc forcément il y a plein de barrières, hein, sur le chemin qu'il faut overcome avant de pouvoir, désolée, c'est du franglais, avant de pouvoir implémenter du coup l'intelligence artificielle. C'est le Ouais, de métier de mon demain, ça, hein. C'est vraiment ouais, le métier de demain. Le développeur qui va être, ça sera plus le développeur forcément CRM, tout ça, ça va être le développeur IA. Il vient, il met en place tous les outils pour que l'IA s'adapte du bout en bout. Ça va vraiment être le métier de demain. IA et cybersécurité compliance. Ouais. Tout Et ça, par contre, ouais. ça c'est Ah, ouais, vraiment, gros sujet. Mm. gros sujet. Je Mm. pense que c'est réellement les métiers sur lesquels il faut travailler. Dans tous les cas, avec justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, on se rend compte que bah, les sociétés deviennent de plus en plus rigides avec tous les sujets de cybersécurité, de compliance, etc. Donc, je pense que ça, c'est des gros sujets. Et rebondir aussi, j'ai m'étais noté une petite question. Toi, pour toi, en tant que bah, consultant technique avec plus de 10 ans d'expérience, sur quoi tu vas travailler, entre guillemets, pour rester bankable? Sur l'IA. C'est vraiment l'IA, je Ouais, mise comme tout le monde forcément, c'est rapidité ouais. d'exécution et gestion de projet. Je me dis qu'on peut directeur de projet pour le moment, tu vois, Mmh. directeur technique de projet ou tech lead. C'est vrai que tech lead, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin parce que même demain, qu'on va passer d'une équipe de 100 personnes à 10 personnes, on aura toujours besoin de quelqu'un un peu côté management. Pourquoi? Parce que même si on laisse une équipe de développeurs, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui drive un peu sur... parce que ça reste de l'humain. Tu vois, donc on a de l'humain, on a toujours besoin d'un quelqu'un pour essayer de motiver les troupes à passer des certifications, à se donner, à garder le cap. Parce que j'ai été Scrum Master pendant aussi les C8 ans. Et je sais que les cérémonies de rétrospective, chaque employé, en fait, on laisse pas forcément la place aux personnes de pouvoir s'exprimer. Et donc, il y a des Mmh. petits moments où ces cérémonies-là, comme les rétrospectives, sont très importantes pour que chacun puisse dire ce qu'il pense, leurs problématiques, mettre en avant des améliorations. Et donc ça, c'est très important. Je pense que c'est ça, moi, je vais rester focus, c'est la partie tech lead pendant un bout de D'accord, temps. OK. Intéressant et du coup, ton conseil numéro un pour réussir, dans l'écosystème, Salesforce? Faire de la veille. Faire de la veille. Veille. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, veille et formation. Il ne faut pas se laisser aller parce que ça va tellement vite. Il faut rester Mmh. quand même à jour sur les sujets. Et il faut en faire plus, mais niveau connaissance. Ça marche. Donc, j'ai envie de dire que c'est ton conseil, pour avoir, pour être successful du coup sur le marché? C'est vraiment Oui, ça? OK. ouais, Est-ce que tu as pour m'en d'autres, connaître. pour clôturer, on va dire, ce podcast, bon l'idée c'est de terminer sur une note, inspirante. Du coup, est-ce que est-ce que tu as, allez, une petite phrase pour motiver les troupes? Bah, je dirais, faut toujours rester curieux. Toujours rester Oui, curieux et ne se dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec. C'est vraiment de l'apprentissage. ça marche, Voilà. ça S'il y a marche, là une ça marche. phrase à dire, c'est rester curieux et l'échec n'est pas réel. C'est vraiment un apprentissage. Parce qu'après la pluie vient le beau temps. Exactement, je le vois souvent parce que j'habite à Londres, mais oui. Oui, OK. OK, OK, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Ah, merci Thomas, beaucoup, pour ton Antou. temps. Mais de rien. Merci pour ta disponibilité et puis, bah, guys, like and subscribe.